Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité physique-chimie. Donc toujours dans le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. L'objectif de la vidéo va être très simple ici. Nous allons donc apprendre à analyser un système, mais cette fois-ci par des méthodes chimiques. Ok, donc c'est la continuité de la précédente vidéo et toujours dans la continuité de celle-ci. Nous allons donc dans un premier temps, comme j'avais dit précédemment, redéfinir un certain nombre de grandeurs chimiques. Et ensuite, dans le second temps, nous allons donc voir un certain nombre de méthodes, donc en particulier des dosages par titrage, qui permettent justement d'analyser une espèce chimique. Alors sur ce, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, la base de la base, avant d'aller justement manipuler des réactions de titrage, afin de caractériser une espèce chimique, la base de la base, c'est tout simplement de comprendre les grandeurs qu'on manipule en chimie. Ok. Et dans un premier temps, la base de toutes les grandeurs qu'on va manipuler en chimie, il s'agit donc de la quantité de matière, ok? Donc la quantité de matière, pareil, je vais en dire un certain nombre de choses, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Si vous voulez un complément de ce que je vais dire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là en première, donc dans la playlist thème 1, constitution et transformation de la matière. Donc c'est la toute première vidéo, elle s'intitule La Mole, et donc là pareil, ça vous permettra d'avoir un petit complément de ce que je veux dire au niveau de la quantité de matière. Sur ce, c'est parti mon kiki. Alors, concernant la quantité matière, il a été vu normalement en classe de seconde que le but de la quantité matière, à la base, quand les chimistes l'ont mis en place, c'était pour dénombrer donc, des entités chimiques au sein d'échantillons. Sauf que même au sein d'une goutte d'eau, il faut savoir que le nombre d'entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions, des molécules, est très très élevé. Et donc, par conséquent, les chimistes, ils ont dû inventer une grandeur, et plus particulièrement une constante qu'on appelle la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro qui vaut 6,02 10 puissance 23 et qu'on note Na, ça correspond donc au nombre d'entités chimiques qu'on a dans une mole. Okay, donc une mole, ce n'est rien de plus qu'un paquet contenant 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. À partir de là, on va donc pouvoir en déduire la quantité matière de n'importe quel échantillon. Puisqu'en effet, si je connais combien d'entités chimiques j'ai dans une mole, je vais pouvoir en déduire à partir du nombre d'entités chimiques que j'ai dans mon échantillon, combien de moles et donc combien de paquets je peux faire. Et par définition, c'est ainsi qu'on va pouvoir écrire que la quantité matière, petit n, est égale au nombre d'entités, grand N, divisé par la constante d'Avogadro, Na. Ok? Ça, c'est une première définition de la quantité matière. Bien évidemment, la matière, selon l'état à laquelle elle va se présenter, on va pouvoir avoir certaines grandeurs plus facilement que d'autres. Tout d'abord, dans le cas d'un solide. Dans le cas d'un solide, en général, il va être assez facile d'accéder à sa masse. Ok? Et dans ce cas-là, pour obtenir la quantité matière dans le cas d'un solide, on va donc appliquer la formule suivante, c'est-à-dire quantité matière est égale masse divisé par masse molaire. Donc petit n est égal petit m divisé par grand M. Ok? Petit m la masse, grand M masse molaire. Donc, en revanche, si on est dans le cas d'un liquide, obtenir la masse de ce liquide est un peu compliqué. Mais en revanche, on peut avoir facilement accès à son volume et très facilement, encore une fois, à la masse volumique. Et donc, on va appliquer la relation suivante. Dans le cas d'un liquide, pour obtenir la quantité matière, ça sera donc égal au produit de la masse volumique du liquide fois le volume du liquide divisé par la masse volumique du liquide. Et dans le cas d'un gaz, donc là, on a deux possibilités. Soit on considère que ce gaz est parfait. Et donc là, je vous invite à aller revoir la précédente vidéo que j'ai faite sur l'analyse physique du système chimique pour comprendre ce qu'est un petit peu un gaz parfait. Mais si on en reparlera un peu plus en détail, encore une fois, d'un chapitre de thermodynamique. Et donc, soit on considère que le gaz est parfait, et donc on va appliquer la relation du gaz parfait, c'est-à-dire que PV égale nRT. Et donc, à partir de cette relation-là, on déduit la quantité matière. Et soit donc on n'est pas forcément dans le cas d'un gaz parfait, mais en revanche on connaît facilement son volume et en fonction des conditions et de nuancer le volume molaire. Et donc on déduit que la quantité matière du gaz c'est volume divisé par volume molaire. Ça, la base est faite. Je vois qu'on c'est un petit peu de quoi qu'on parle au niveau de la quantité matière. On va pouvoir définir un certain nombre d'autres grandeurs, en particulier la concentration molaire. Donc la concentration molaire, notée grand C ou notée entre crochets avec le nom de l'espèce chimique sur laquelle on va travailler, ça correspond à quoi concrètement? Ça correspond à une certaine quantité de matière, donc de l'espèce, dans un certain volume de solution. Ok? Donc là, pour parler de concentration, bien évidemment, on va être en présence de solution. Sinon, il n'y a pas de sens. Le terme de concentration molaire n'a pas de sens. Ok? Alors bon,
on dit concentration molaire. Parfois, on peut aussi appeler concentration en quantité matière. Je n'utiliserai jamais ce mot parce que c'est beaucoup trop long. Peut-être je vais faire en première quand je vous ai parlé de la quantité matière dans la vidéo justement que je vous ai invité à aller voir il y a à peu près 3 minutes de cela. Mais là, en terminale, je vais plutôt parler de concentration molaire. C'est beaucoup plus simple et c'est moins long à dire. Soit fermons la parenthèse. Donc la concentration molaire, comme je l'ai dit, par définition, ce n'est rien plus qu'une certaine quantité de matière dans un certain volume, ok? Donc dans un certain volume de solution. Et donc par définition, la concentration molaire, c'est égal à la quantité de matière du soluté par rapport au volume de solution, ok? Donc ça, c'est par la concentration molaire dans soluté. De ce fait, à la suite de ça, on va pouvoir définir une autre type de concentration qu'on appelle la concentration massique, qu'on note CM ou T. La concentration massique, donc là, ne pas confondre avec la masse volumique, qui, je le rappelle, correspond à quoi la masse volumique? Eh bien, pour un solide ou pour une entité chimique, de façon générale, pour une espèce chimique, la masse volumique, ça correspond à la masse de l'espèce divisée par le volume de l'espèce. Tandis que pour la concentration massique, donc la concentration massique, ça correspond donc à la masse du soluté, ok, divisé par le volume, mais cette fois-ci le volume de solution, ok. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est la concentration massique. De ce fait, une fois qu'on a posé la définition de la concentration massique, telle que vous l'avez vu en classe de seconde, on peut faire un lien entre la concentration massique et la concentration molaire. Par la relation suivante, c'est-à-dire que la concentration massique, c'est égal au produit de la concentration molaire par sa masse molaire. Okay. À la suite de cela, donc, on va pouvoir définir un certain nombre d'autres grandeurs qui sont super importantes aussi à manipuler et à bien comprendre dans ce chapitre, si vous voulez réussir la plupart des fins d'exercice type bac. Okay. Alors, tout d'abord, une autre grandeur qui va servir très fréquemment en chimie pour caractériser des solutions. Vous l'avez peut-être vu en première lorsque vous faisiez des synthèses de différentes espèces organiques assez sympatoches, telles que des bananes, telles que de l'aspirine, et j'en passe encore, paracétamol. Donc une grandeur qui est très utilisée dans ce domaine-là, c'est la densité. Okay. Alors peut-être vous ne l'avez pas vu en physique-chimie dans ce cas-là, mais si vous avez suivi la SPSVT en classe de première, ou que vous la suivez actuellement en classe de terminale, vous la voyez par moment. Et en effet, c'est bien cette grandeur aussi qui est utilisée en géologie pour caractériser donc les différents domaines sur Terre, ok, différents domaines continentaux, océaniques, et en particulier les lithosphères, et plus particulièrement encore les différentes roches qui caractérisent ces lithosphères. Voilà. Donc, revenons maintenant à la définition physique et chimique d'une densité. Donc la densité pour une espèce chimique, de façon générale, ça correspond au quotient, au rapport qui est entre la masse volumique de l'espèce chimique divisé par la masse volumique de l'eau. Okay, donc ça, c'est pour la densité. Ensuite, deuxième chose, une fois qu'on a défini la densité, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le pourcentage massique. Donc on note P indice M pour pourcentage massique ou W. Parfois, ça peut être noté T, mais ça prête à confusion parce que le T, on l'utilise déjà pour la concentration massique. Donc on va dire, très souvent, c'est noté soit W ou soit PM, le pourcentage massique. Le pourcentage massique, comme son nom l'indique, il va nous indiquer concrètement combien de pourcents en masse le soluté va occuper par rapport à toute la solution. Et donc le pourcentage massique, vous avez dû le voir peut-être en seconde pour ceux qui se rappellent un petit peu, mais par définition, ce n'est rien plus que le rapport entre la masse du soluté divisé par la masse de solution. Ok. Alors là, je ne vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter là parce que parfois dans les livres, on voit plusieurs formules que je ne vais pas afficher tout de suite. Vous comprendrez pourquoi, on va les retrouver justement. Mais parfois, on voit plusieurs formules autres que celle-là pour le pourcentage massique. Et en effet, ces différentes formules, elles ne sortent pas de nulle part. On va les démontrer dans quelques instants. Alors, on a dit il y a quelques secondes donc, que le pourcentage massique, ce n'est rien plus que le quotient entre la masse de soluté divisé par la masse de solution. Or, vous savez que, par définition, la masse de soluté, ce n'est rien plus qu'une quantité de matière, donc la quantité de matière du soluté, multipliée par sa masse molaire. De même, pour la masse de solution, très souvent, donc on va avoir accès à son volume, et même à sa masse volumique. Donc la masse de solution, en revanche, je vais l'écrire comme ρ fois le volume de solution. Ok. Pour la quantité de matière de soluté, donc il faut savoir une chose, c'est que très souvent on est dans une solution, le soluté est dans une solution. Et donc on va avoir accès à sa concentration molaire. Et par définition, on l'a dit il y a quelques secondes, la concentration molaire, ce n'est rien plus que le quotient entre la quantité de matière du soluté divisé par le volume de solution.
Donc, si je veux la quantité de matière du soluté, je vais donc dire que c'est égal à la concentration molaire fois le volume de solution. Ainsi donc, de façon plus simple, on obtient que le pourcentage massique, c'est égal à la quantité de matière du soluté, c'est-à-dire donc la concentration molaire du soluté fois le volume de solution multiplié par la masse molaire du soluté, divisé par la masse volumique de la solution multiplié par le volume de la solution. On simplifie par le volume de la solution qui est présent au numérateur et au dénominateur, et on obtient la relation suivante. C'est-à-dire que le pourcentage massique s'écrit comme la chose de la manière suivante, c'est-à-dire concentration molaire multipliée par la masse molaire divisée par la masse volumique de solution. On peut encore aller plus loin dans la simplification de cette relation. Soit on vous la donne comme ça, en fonction du contexte, vous pouvez utiliser en tant que tel, ou soit en fonction du contexte, vous voyez, vous n'avez pas suffisamment donné. Donc on va encore bricoler cette relation, surtout dans les livres, on ne la voit pas. Enfin, c'est rare de l'avoir écrite seulement sous cette forme-là. Alors, deuxième chose qu'on peut bricoler encore, c'est, on a dit très souvent, si on ne vous donne pas la masse volumique de solution, on va vous donner au moins sa densité. Et donc la densité, on a dit par définition, ce n'est rien plus que le rapport entre la masse volumique de solution divisé par la masse volumique de l'eau. Donc ainsi, la masse volumique de la solution, on va donc dire que c'est égal au produit de la densité par le volume, par la masse volumique de l'eau. Ainsi donc, on va voir la relation suivante. Donc pourcentage en masse est égal à concentration molaire multipliée par masse molaire divisé par densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Et on peut aller encore plus loin dans cette relation, soit on la laisse comme ça. Ok, c'est une forme, souvent on la voit comme ça dans les livres parfois. Ou soit on peut aller encore plus loin dans la simplification. Et donc, très souvent, quand on peut aller plus loin, c'est que justement pour la solution, pour le soluté, on ne connaît pas la concentration molaire, mais on connaît sa concentration en masse. Donc on connaît la concentration en masse, et vous savez que par définition, la concentration en masse pour un soluté, c'est égal au produit de sa concentration molaire par sa masse molaire. Donc si je veux la concentration molaire, je vais donc dire que c'est égal à concentration molaire, massique, pardon, divisé par la masse molaire. Ainsi, donc, on va avoir la relation suivante. Donc, on va avoir Cm divisé par M remultiplié par M. Donc, autrement dit, Cm, de concentration molaire, concentration massive, pardon, divisé par la chose suivante. Donc, densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Et donc, on obtient que le pourcentage massique s'écrit de la façon suivante. C'est-à-dire, concentration massique divisé par le produit de la densité fois la masse volumique de l'eau. Voilà. Donc voilà la magnifique relation qu'on voit dans le livre et qu'on ne comprend pas toujours d'où qu'elle sort. Donc là, je voulais la démontrer. Donc en fait, l'idée, c'est pas d'apprendre cette démonstration bêtement, mais de vraiment comprendre chaque étape de la démonstration. Comme dans toute leçon de physique chimie en soi qui se doit. Et une fois que vous aurez compris la démonstration de comment on passe d'une formule à une autre, surtout qu'en fait, ça dépendra énormément du contexte des données que vous aurez. Une fois que vous aurez bien compris cette démonstration, vous verrez la plupart des exos de physique chimie, les dernières questions, vous allez pouvoir la résoudre juste avec ça, ok? Juste en imbriquant plusieurs formules les unes à la suite des autres. Donc là, au fur et à mesure de l'année, vous verrez, là, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, un peu compliqué, mais vous verrez au fur et à mesure, vous serez habitué vraiment à manipuler les formules, ça, croyez-moi. Avec un peu d'entraînement, vous verrez, vous pourrez le faire déjà assez facilement à la main. Et après, comme là, je le fais parce que, faut savoir, je tourne, et donc, je n'écris pas tout, enfin, vous voyez à l'écran ce qui s'affiche. Le moment où je tourne et je vous parle, pour l'instant, je n'ai rien écrit. Je n'ai pas de feuille où j'écris. Donc, en fait, tous ces transports sont dans ma tête. Donc, après, à un moment, si vous êtes suffisamment déter, vous arriverez à faire ces transports comme moi de tête. Bon, fermeture de la parenthèse. Maintenant qu'on a redéfini un certain nombre de grandeurs qui étaient essentielles pour bien poursuivre ce chapitre, nous allons donc, dans ce second temps, voir un certain nombre de méthodes. En particulier de méthodes chimiques pour analyser une espèce chimique. Et ces méthodes chimiques sont essentiellement le titrage, ok, les dosages par titrage. Un dosage par titrage, déjà, pour rappel, c'est quoi l'idée d'un dosage par titrage? L'idée d'un dosage par titrage, c'est que on va avoir donc une espèce dont on ne connaît pas sa concentration massique, sa concentration molaire, ou sa concentration massique, en tout cas, on ne connaît pas sa concentration de façon générale. Et donc, cette espèce dont on ne connaît pas sa concentration, on va essayer de la déterminer via une réaction chimique. Ok. Cette réaction chimique, elle doit avoir trois particularités afin d'effectuer le titrage. Elle doit avoir la particularité qu'elle doit être rapide, elle doit être unique et surtout elle doit être totale.
si j'ai une réaction qui vérifie ces trois caractéristiques-là, automatiquement, j'ai une réaction de titrage. Ok, voilà. Et donc, dans un titrage, ça se présente toujours de la forme suivante, c'est-à-dire on va avoir deux espèces. Un réactif titré, dont on connaît pas la concentration, qui est au niveau du bécher, et un réactif titrant, dont on connaît la concentration, qui est au niveau de la burette graduée. Ok. Et donc, l'idée, quand on va tout simplement effectuer un titrage, ça c'est vrai pour les trois types de titrage que nous allons voir dans la suite de la vidéo, c'est qu'on va verser goutte à goutte, millilitre par millilitre, donc du réactif titrant dans le réactif titré, jusqu'à atteindre une étape qui est l'équivalence. L'équivalence, ça correspond à quoi? Ça correspond donc à l'instant pour lequel on a les réactifs titrés et titrants qui sont dans les proportions stoichiométriques. Pour l'expliquer de façon très simple, si on a une réaction de titrage qui est de la forme suivante, espèce A plus espèce B qui donne espèce C plus espèce D, avec petit a le coefficient devant l'espèce A, petit b le coefficient stoichiométrique devant l'espèce B, petit c le coefficient stoichiométrique devant l'espèce C, et petit d le coefficient stoichiométrique devant l'espèce D. Dans ce cas-là, lorsqu'on a équivalence, on a donc que les réactifs titrants et titrés sont en proportion stoichiométrique. Autrement dit, donc, quantité de matière du réactif A divisé par son coefficient stoichiométrique est égal à quantité de matière du réactif B divisé par son coefficient stoichiométrique. Ça, c'est la relation à l'équivalence. Et une fois que vous avez cette relation à l'équivalence, après, vous pouvez déterminer très rapidement une concentration molaire, une concentration massique et n'importe quelle grandeur qui vous intéresse. Voilà. Alors, maintenant qu'on a rappelé un peu le but général d'un titrage, je vous propose très rapidement qu'on fasse le tour des trois types de titrage que l'on voit en classe de terminale et qui vous serviront un peu tout le temps. Donc, premier titrage, vous l'avez vu même en classe de première, en réalité, vous connaissez, c'est le titrage colorimétrique. Le titrage colorimétrique, donc là, ça va mettre en jeu des espèces colorées, ok? Donc, c'est-à-dire, donc au départ, on a une espèce qui a incolore et au fur et à mesure, on a apparition d'une couleur, ou réciproquement, donc espèce colorée, et au cours de la réaction de titrage, on a disparition de la couleur, ou changement de couleur. Et donc, dans le cas d'un titrage colorimétrique, l'idée, c'est que l'équivalence, on va le repérer en versant goutte à goutte, millilitre par millilitre, le réactif titré dans le réactif titrant. Et donc, au fur et à mesure de la réaction, on va voir apparaître un changement de couleur. Ok, donc, soit disparition, soit apparition de la couleur, ou modification de couleur. En tout cas, on va voir apparaître une autre couleur, ok, qu'il n'y avait pas au départ. Et petite précision au niveau de l'équivalence du titre, et donc de avant l'équivalence, après l'équivalence. Donc ça, c'est encore vrai pour les trois types de titrage. Avant l'équivalence, il faut savoir concrètement quel est le réactif limitant. Et bah avant l'équivalence, dans le bécher, il faut se dire que avant l'équivalence, donc les réactifs ne sont pas en proportion stoichiométrique. Et donc l'espèce qui est majoritaire dans le bécher, c'est l'espèce titrée. Ok, c'est le réactif titré qui est en excès. Et donc le réactif titrant qui va être versé avant l'équivalence, il va directement être consommé par le réactif titré. Et donc le réactif titrant, lui, ça va être un réactif limitant avant l'équivalence. Et après l'équivalence, du coup, on va continuer ou pas d'ailleurs à verser tout simplement le réactif titrant. Et donc là, le réactif titrant, c'est maintenant, automatiquement, c'est lui qui va être en proportion plus élevée que le réactif titré. Et le réactif titré, automatiquement, dès qu'on a passé l'équivalence, il sera en proportion inférieure par rapport au réactif titrant. Et donc, à ce moment-là, c'est le réactif titrant qui va être le réactif en excès, et le réactif titré est le réactif limitant. Alors, ça c'est pour les titrages colorimétriques, et donc cette remarque-là que je viens de dire là-dessus, elle est vraie aussi pour le titrage conductimétrique et le titrage pH métrique qu'on va voir dans quelques instants. Alors, titrage conductimétrique. Donc là, cette fois-ci, on n'a plus apparition, disparition de couleur. L'idée, c'est que on va avoir tout simplement une réaction avec des ions, ok, donc des espèces ioniques. Donc pareil, même principe, on a un réactif titré qui est au niveau du bécher, un réactif titrant qui est au niveau de la burette graduée, et donc on verse goutte à goutte, donc millilitre par millilitre, le réactif titrant dans le réactif titré. Au cours de ce titrage, donc avant même qu'on réalise le titrage, et durant tout le titrage, on va voir donc tout simplement un conductimètre muni d'une sonde qu'on va mettre dans le réactif titré. Et donc cette sonde va pouvoir mesurer au cours du temps la conductimétrie de la solution. Là pareil, si vous voulez en savoir
en savoir un peu plus sur la conductimétrie, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Donc, il va mesurer cette sonde mesure la conductimétrie au cours de la réaction. Et donc, au cours du temps plutôt, millilitre par millilitre, qu'on aura versé de réactif titrant dans le réactif titré, on va donc relever la valeur de la conductivité au sein du bécher. Et à un moment donné, on va avoir une courbe de ce type-là, c'est-à-dire avec un changement de pente. Donc, on va tracer deux droites qui correspondent aux deux faces, tout simplement du titrage. Et l'intersection des deux droites, on va lire les coordonnées, et plus précisément l'abscisse du point d'intersection des deux droites, qui va correspondre donc au volume à l'équivalence. Et donc, c'est ainsi qu'on va repérer l'équivalence sur un titrage conductimétrique. Le dernier type de titrage qu'on va manipuler en classe de terminale, c'est le titrage pH métrique. Donc là, même principe. Cette fois-ci, on va avoir donc une sonde pH avec un pH mètre. Et donc, on met la sonde du pH mètre dans le réactif titré. Et donc, on va verser goutte à goutte, millilitre par millilitre, le réactif titrant dans le réactif titré. Et donc, on va, au fur et à mesure chaque millilitre qu'on aura versé deux réactifs titrants dans le réactif titré, on va relever la valeur du pH au sein de la solution. Et donc, on va avoir une courbe de ce type-là, ok? Donc là, c'est-à-dire qu'on va avoir une évolution lente au départ, et arrivé à un moment, on va avoir un gros changement de pente, ok? Une évolution très rapide pour un volume plutôt faible. Et après, l'évolution va revenir à un état stable. Donc là, ce que vous faites pour opérer l'équivalence, c'est que vous allez tracer deux temps. Donc là, vous prenez le point où vous allez tracer donc deux tangentes qui sont parallèles à la courbe qui représente l'évolution du pH en fonction du volume. Ensuite, vous allez donc tracer donc le milieu, la droite qui est au milieu des deux parallèles. Et donc, à un moment donné, elle va couper cette courbe. Et donc, vous allez lire l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et la droite que vous avez tracée précédemment. Et de là, vous allez obtenir le volume à l'équivalence. Une autre méthode aussi qui peut être utilisée pour lire le volume à l'équivalence, ça va être la méthode de la dérivée. Okay, donc ça, c'est la méthode des tangentes. On a aussi la méthode de la dérivée. Donc là, pour le coup, c'est pas vous qui faites la courbe, c'est un logiciel qui fait la courbe. Et donc là, avec la méthode de la dérivée, c'est encore plus simple l'idée. C'est qu'on va avoir on va essayer de voir en fonction du volume versé l'évolution de la dérivée du pH en fonction du temps. Okay, enfin, en fonction du volume versé. Et donc, l'abscisse du point pour lequel cette évolution est la plus élevée, et dans ce cas-là, ça va correspondre au volume à l'équivalence. Alors, d'une chose que je vais préciser là-dessus au niveau du titrage pH métrique, c'est que très souvent, lors d'un titrage pH métrique, donc avec des réactions acido-basiques, on va avoir besoin d'un indicateur, ok? Donc des indicateurs de type acide-base. Donc là, pareil, pour choisir le bon indicateur, l'idée, ça va être très simple. Ça veut dire que il faudra tout simplement choisir l'indicateur dans lequel le pH qui vous sera indiqué correspond à la zone de forte variation de pH. Ok. Donc, autrement dit, pour choisir un indicateur acido-basique, vous regardez le pH à l'équivalence. Il faut que la zone de virage, donc de notre indicateur, il faut que cette zone de virage encadre le pH à l'équivalence. Ok. Donc, il faut que faudra relever le pH à l'équivalence. Et la zone de virage, donc de notre indicateur coloré, il faut qu'il y ait le pH à l'équivalence dedans. Si ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre cet indicateur afin de réaliser le titrage. Ok, puisqu'on ne verra pas le changement de couleur au bon moment. Ok, bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous ai tout dit au niveau des méthodes chimiques d'analyse d'une espèce chimique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon, toi en mathématiques et en sciences.